Forse non lo sappiamo. Vous écrivez aussi, c'est sympa. Oui, oui. Vous écrivez aussi. Oui, non. Je fais aussi, j'ai écouté et j'écris parce que c'est beaucoup. Donc apparemment tout le monde n'était pas à la conférence qui a précédé sur Mezzate à la bibliothèque de l'université, la CFZ à l'université. Donc je vous invite à aller à la bibliothèque parce que l'exposition durera 1 mois. Donc vous pouvez rentrer, les horaires d'ouverture sont jusqu'à tard le soir, et vous pouvez rentrer librement pour voir cette exposition. Et de cette exposition, dont Michel Delon et Michel Sajoudoria, qui sont les deux concepteurs de l'exposition, vous parleront rapidement pour que ceux qui n'étaient pas là-bas puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc cette exposition comprend 19 panneaux, moins 2 qui ont été exposés ici et qui retourneront à la bibliothèque dans les jours prochains, parce qu'il fallait absolument qu'ils soient ici. Et donc, je vous laisse la parole à Michel et Michel pour nous expliquer pourquoi il fallait absolument que ces panneaux se trouvent au Casino Bénière. Alors, on fait d'abord un résumé de l'épisode précédent. Voilà, un résumé. Pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton, lorsque la Bibliothèque nationale en France a acquis le manuscrit de l'histoire de ma vie de Casanova, il y a quelques années, il y a eu un battage médiatique sur ce retour du manuscrit du Vénitien à Paris, et une exposition a été organisée à Tolbiac autour de Casanova. Et d'une certaine manière, c'était la première fois que Casanova apparaissait comme un grand écrivain français. Donc c'est un Vénitien, il n'y a aucun doute. Il écrit toute une première partie de son œuvre en italien. C'est un traducteur du français en italien, mais aussi il a traduit en... Je ne connais pas bien les maîtres italiens, en 10 italien, les premiers chants de l'Iliade d'Homère. Il a traduit des romans de Madame de Tencin en italien, mais il compose l'histoire de ma vie en français et dans une langue qui pendant longtemps est apparue comme du mauvais français. Donc on a publié l'histoire de ma vie en la réécrivant, la maquillant, en l'adaptant, sous prétexte d'en faire du bon français. Et on en a fait de mauvais mémoires un peu libidineux. Beaucoup libidineux. Et l'arrivée du manuscrit à la Bibliothèque nationale permettait de montrer qui était Casanova comme écrivain. Donc maintenant, n'importe lequel d'entre nous peut ouvrir son ordinateur et trouver sur le site Gallica une totale mise en ligne des 3700 pages du manuscrit. Et par ailleurs, la Pléiade et la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard et la collection bouquins chez Robert Laffont ont entrepris une nouvelle édition critique du bon texte. Et à partir de cet événement, qui est un événement pour les relations franco-italiennes, mais également d'un point de vue européen, puisque Casanova est un grand Européen, avec Michel et Domenico Doria, on a eu l'idée de présenter une exposition montrant comment le XXe siècle avait trouvé dans le texte de Casanova l'inspiration
d'image qui était entre l'art vénitien du XVIIIe siècle, l'art des Longhi, des Guardi et toutes les védutistes du temps, et notre interprétation moderne du mythe. Et nous avons conçu une exposition qui, à partir des portraits imaginaires de Casanova, parce que nous avons peu de portraits de lui, simplement 2 dessins de son frère, qui est un grand peintre, considéré comme le grand Casanova au XVIIIe siècle. Nous avons suivi les principaux moments de l'existence de Casanova à Venise, hein, qui est le début de sa jeunesse, si vous voulez, comme dans le film de Comencini, les premières années de Casanova, jusqu'à l'arrestation, les plombs et la fuite qui va transformer le Vénitien en un Européen et un Parisien. Voilà le contexte. Et donc, je vais redonner la parole à Michel, puisqu'on a isolé l'épisode fameux de ses amours avec 2 religieuses, dont l'une est la maîtresse de l'ambassadeur, de l'envoyé du roi de France auprès de la République de Venise, l'abbé de Bernis, futur cardinal, mais avant d'être cardinal, c'est donc un abbé fort libertin, et Casanova, les 2 religieuses qu'il va discrètement nommer par des initiales CC et MM, et l'abbé de Bernis vont explorer différentes configurations érotiques dans un lieu qui est donc le casin, ou le casino, dont Michel va vous dire 2 mots, et puis moi je reprendrai après sur la topologie. Le mot le casin n'apparaît qu'à partir des éditions de Casanova d'après 1960, c'est-à-dire quand le manuscrit a réapparu et qu'on commence à s'inspirer vraiment du texte de Casanova. Parce que tout à l'heure, on l'a expliqué déjà, le texte de Casanova a été, qui était écrit en français, a d'abord été traduit en allemand, avant d'être retraduit en français, à partir de l'allemand, et retraduit dans toutes les langues possibles, enfin au moins une vingtaine de langues, dans les années 60. Et on trouvait dans ces éditions le mot casino. Le mot casino, bon, pour les Vénitiens qui ont le casino vénière, ça évoque quelque chose. Pour d'autres lecteurs, je ne sais pas exactement, parce que le mot casino a pris un peu après le sens, excusez-moi de la vulgarité du mot, mais de bordel. Hein, en italien. Bordel, non, pardon. Et puis en français, alors il a été francisé au XIXe siècle, et le mot casino, qui à l'origine signifiait petite maison, enfin petite maison dans le sens de casetta, hein, est devenu casino, mais en passant par la France, avec cet accent sur le haut pour le prononcer à la française, parce que nous on dirait casino. Ce mot casin n'apparaît dans les éditions qu'après 1960, et il est quand même un peu étrange, à part ceux qui connaissent un peu bien le XVIIIe siècle, parce que pratiquement aujourd'hui, le mot casin n'a pas beaucoup de sens en français. Si on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine du mot. Donc il est francisé à l'époque de Casanova. Les premiers voyageurs, les voyageurs de son époque, Lalande, enfin des voyageurs français, parlent des casins, traduisant de casino, pour indiquer ces lieux qui étaient des lieux de rencontre, qui pouvaient avoir cette taille ou même un tout petit peu plus grande, quand on avait aussi le Casino dei Nobili, hein, qui pouvait être un lieu de rencontre plus collectif. Bon, là, c'est le casino dans le sens, Michel Deland en parlera après, qu'on a en français de petite maison, mais petite maison bien avec la référence au XVIIIe siècle, parce qu'aujourd'hui avoir une petite maison à la campagne, ça ne signifie pas avoir une casino.
Bon, ça signifie avoir une petite... Oui. Ça a pris tout un autre sens. Donc le mot casin signifie une maison où on pouvait recevoir des amis, jouer aux cartes, mais aussi peut-être avoir des relations plus privées. Alors, je ne sais pas exactement si ce casino Venière, qui appartenait à une dame très connue de Venise, servait aussi pour des rencontres très privées. On sait qu'en tout cas, pardon, quelqu'un sait quelque chose? Oui, vous savez très bien. Donc, justement, ça va très bien et pour notre discours. Et donc, Casanova, quand il fréquente les deux religieuses, dont l'une est la maîtresse de l'abbé de Bernis, une de cette religieuse l'invite dans le casin de Monsieur de Bernis, qui était à Murano. Et à Murano, il semble qu'il y en avait beaucoup à l'époque. D'ailleurs, des casins, il y en avait aussi à Venise, beaucoup dans ce quartier, beaucoup aussi autour de la place Saint-Marc, avec plus ou moins beau, et celui-ci est vraiment en l'état. Et on sait qu'il y a aussi, vous savez tous mieux que moi, qu'il y a cette espèce de Judas pour pouvoir sortir d'une façon dérobée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la cuisine est cachée, parce que justement, c'est ce que si on devait recevoir quelqu'un, on dînait, malgré tout, ça donne faim. Et donc, on devait être servi sans qu'on vous voie. Et d'ailleurs, dans la page de Casanova, c'est indiqué ainsi. Donc ce lieu est tout à fait le lieu tel qu'on peut l'imaginer quand Casanova rencontre Cécé, la religieuse, dans le casin de l'abbé Bernis, et où les rejoindra aussi l'autre religieuse, Cécé. Donc ça sera des parties à quatre. Puis bon, il y avait aussi l'abbé de Bernis, était un peu voyeur, était voyeur aussi, donc il se cachait, il y avait une glace où on pouvait voir. Bon. Donc c'était vraiment un lieu, on peut l'imaginer avec ce décor, de façon qui s'y prête très bien. Et ensuite, Casanova loue et aménage son propre casino. Près de Saint-Marc, pour recevoir à son tour, pour montrer que lui aussi, comme l'abbé de Bernis, comme l'ambassadeur, il a son propre casin. Et il décrit dans l'histoire de ma vie ce casin. Alors je ne vais pas vous imposer cette lecture, je dis simplement une phrase qui correspond, je trouve, assez à ce qu'on peut imaginer à partir de ce lieu. Il commence par expliquer que les domestiques, la cuisine, n'ont aucun rapport avec la partie où il reçoit, puisqu'on passe de l'un à l'autre que par ce qu'il appelle une fenêtre aveugle, c'est-à-dire un tour, comme d'ailleurs dans les couvents, ou maintenant les postes, pour faire passer un paquet d'un côté à l'autre. Le mot français c'est le tour. On servait à manger par une fenêtre aveugle, enclavée dans la paroi. Les maîtres et les domestiques ne pouvaient pas s'entrevoir. Cette chambre était ornée de glace, de lustre et d'un superbe trumeau au-dessus d'une cheminée de marbre blanc. Donc il faut imaginer le trumeau au-dessus de la cheminée, tapissé de petits carreaux de porcelaine de la Chine, tous peints et intéressants par des couples amoureux en état de nature, qui par leur voluptueuse attitude enflammaient l'imagination, etc. Il décrit ensuite les fauteuils, les sofas et les glaces partout, et il y avait deux issues pour évacuer rapidement en cas de besoin. Et ensuite, il décrit très longuement les repas qu'il prépare, où il se fait servir la veille tout le menu, il mange tout pour bien vérifier que ce sera parfait le lendemain. Et lorsque il commande et que le traiteur lui apporte et qu'il voit qu'il est tout seul, il dit c'est pas grave, je mangerai pour deux. Et il explique qu'il manque un certain nombre de choses pour le lendemain. Donc là, le repas fait partie véritablement du rituel amoureux dans le casin. Et ce que je voulais ajouter, c'est que l'équivalent en français donc, du mot
casine, qui, en effet, pour un francophone, le casino, c'est le lieu où l'on joue uniquement. Et maintenant, c'est une grande chaîne de magasins dont je ne suis même pas sûr que les capitaux soient français. Donc l'équivalent dans la langue française du XVIIIe siècle, c'est le mot « petite maison », qui, à l'origine, était, pour un aristocrate qui possède son grand hôtel au centre de Paris, mais où tout ce qu'il fait dans son hôtel est visible, puisqu'il arrive dans une voiture avec des armoiries, on sait qu'il est chez lui, et il y a des domestiques partout qui observent tout. Et donc, il ne peut avoir une vie privée que dans un lieu à l'extérieur de l'enceinte de la capitale, hors les murs, et souvent ces petites maisons, on les construisait là où il n'y avait que des vignes à l'époque, la butte Montmartre par exemple. Hein, la butte Montmartre, il y avait l'abbaye, une abbaye religieuse qui possédait les vignes, et puis on a construit les premières petites maisons luxueuses et qui ont presque toutes disparu au cours du XIXe siècle. Enfin, les travaux d'Haussmann ont hélas fait disparaître la plupart des petites maisons. La dernière qui reste, c'était peut-être une des plus luxueuses, hein, c'est dans le bois de Vincennes et de l'autre côté, le bois de Boulogne. Hein, vous avez la petite maison d'un des frères de Louis XVI, hein, Bagatelle, qui n'a pas bougé. Et une petite maison, alors que les autres ont vraiment toutes disparu. Dans la curée de Zola, hein, il y a une scène assez étonnante où vous avez tous les spéculateurs qui viennent voir ce qu'on va casser pour construire des beaux immeubles Haussmann, et on démolit une petite maison. Et donc il y a un de ces bons bourgeois du XIXe siècle, le ventripotent, qui arrache un petit ange, hein, et qui dit d'un air mélancolique, « Ah, il savait s'amuser à cette époque, et on casse tout. » Et la petite maison se compose de la salle à manger et de l'alcôve, puisque c'est une époque, hein, dans l'histoire de l'aménagement, où on aime le lit dans un renfoncement avec des glaces. Aujourd'hui, la glace au-dessus du lit, ça fait un peu bordel de province, hein, si encore ça existe. Enfin, dans l'imaginaire de Fellini, c'est le bordel de province. Mais à l'époque, c'était le comble de la modernité. Il y avait aussi l'apparition des lieux de toilette. Le bidet devient un luxe dont est équipée la petite maison. Et il peut y avoir aussi le boudoir, qui est l'autre mot qu'on invente au XVIIIe siècle. Hein, c'est un mot étrange, à peu près intraduisible dans une autre langue. Tous les efforts pour traduire boudoir sont peu satisfaisants. Et finalement, bon, vous savez, le livre de Sade qui s'appelle « La philosophie dans le boudoir », hein, la première traduction anglaise, accrochez-vous à vos chaises, c'était « Philosophie in the bedroom ». Hein, entre un boudoir et un bedroom, il y a quand même beaucoup. Et donc finalement, en général, on garde maintenant boudoir dans à peu près toutes les langues. Donc c'est un lieu où on va bouder. C'est bizarre. Un lieu pour bouder. Donc un lieu où on peut être seul, où on peut être seul à deux, ou à trois, ou à quatre, quand on est un peu compliqué comme Casanova et Vernis, même SCC, mais un lieu de l'intimité, de l'individualité, où on n'est plus totalement déterminé par le regard social et par sa fonction et sa place dans une hiérarchie. Le boudoir, qui, je crois, comme la petite maison et le casin, appartient à un imaginaire de l'espace au XVIIIe siècle.
le 19e siècle va inventer le fumoir. Et parfois, dans les maisons du 19e siècle, les maisons décrites par Zola, les grands hôtels parisiens, il va y avoir, après le repas, les dames vont dans le boudoir et les hommes dans le fumoir. Et il y a un texte, un des poèmes en prose de Baudelaire, où il traite le fumoir de boudoir pour hommes. Donc il nous a semblé intéressant, dans cette maison vénière, de faire un petit sort à ces mots comme casino, casine, petite maison, boudoir, qui méritent à la fois une réflexion historique et lexicale, mais aussi une réflexion sur l'art de vivre que représentent ces espaces. Et si on voulait les mettre en perspective, il faudrait repartir de l'Italie aussi, puisque l'un des modèles du boudoir, c'est peut-être le studiolo de la Renaissance, qui est le lieu où le prince se retire avec ses œuvres d'art. De même, une petite maison, un casin du XVIIIe, sont des lieux surchargés de signes de différences élitistes et aristocratiques, mais aussi d'œuvres d'art choisies en rapport avec la personne et la personnalité de celui qui l'habite. Et là, pour conclure, la force de Casanova, qui est quand même un fils de comédien sans le sou, c'est d'être arrivé à se faire reconnaître, de s'inventer chevalier de Saint-Gall et d'avoir sans doute dans la réalité, et en tout cas dans la littérature, fait exister son casino, sa petite maison, pour nous permettre d'y rêver, pas trop nostalgiquement, mais un peu quand même quand on voit le Venise des touristes aujourd'hui, à ce qu'était le casino aristocratique du XVIIIe siècle. Alors merci Michel. Alors on va essayer de le faire vivre avec un petit verre de vin à la main, tout de suite. Donc dans la pièce